Tout est marque avec l'agence Yucatan, partenaire de votre image, votre notoriété, votre réputation. Tout est marque, une émission proposée et animée par François-Xavier Goudemont. Éclairer la vision et inspirer les actions. Dans ce nouveau numéro de Tout est marque, je reçois toutes les marques et notamment une très très belle marque, une marque française, une marque qui s'appelle Notox et je reçois son fondateur, Notox Surf, Pierre Pommier. Bonjour Pierre. Bonjour. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, une marque qui s'appelle Notox, c'est quoi cette histoire de Notox ? Ça vient de quelle origine ? Alors, Notox, ça vient d'une contraction de non toxique, qui est ce qu'on aspire à faire, créer un monde qui soit moins toxique. Et en l'occurrence, là, c'est dans le monde du surf. Et oui, Notox Surf, c'est une marque qui date de 2009, c'est ça ? Oui, c'est ça. On a créé l'entreprise en 2009. 2009, donc déjà une belle expérience, une belle existence qui monte petit à petit. C'est ça, exactement. On a fait notre chemin en 15 ans. Donc l'idée, c'était de proposer des planches de surf qui soient beaucoup plus respectueuses de l'environnement et des personnes qui les fabriquent. Et donc on a réussi à se faire connaître malgré notre petite taille, parce qu'on est une entreprise avec 4 salariés, puis moi et mon associé. Et on est connu à peu près partout dans le monde, même des très grosses usines mondiales qui fabriquent jusqu'à 400 planches par jour, alors que nous, c'est notre volume annuel. Qu'est-ce qui fait justement, alors je rappelle qu'effectivement Notox est implanté à Anglet. Oui, c'est ça, au Pays Basque, juste à côté de Biarritz. Sur l'un des spots phare du surf mondial. Ah ben, le spot mythique français, oui, le surf est arrivé en Europe par la côte basque. Comment se traduit justement le savoir-faire de la marque Notox à ce jour ? On a compris que c'était éco-responsable. Quel type de produit exactement ? Alors, on fabrique tout type de planches, donc des planches de surf, mais aussi des planches de kite, des planches de foil, des planches de stand-up, des longboards, etc. Donc l'idée, c'est vraiment de trouver des alternatives à l'utilisation des matériaux composites qui sont aujourd'hui très toxiques et absolument dangereux pour la santé. Basico-basique, Pierre, ça veut dire plastique. Alors non, c'est même pire que ça, parce que là en plus on est sur des matériaux qui sont même pas recyclables. Donc alors que la plupart du temps les plastiques, enfin je veux dire aujourd'hui ce qu'on met dans les poubelles jaunes, à terme, on se dit qu'on va pouvoir vraiment faire des ressources et les recycler pour les réutiliser pour faire autre chose. Pour les composites, on est sur des matériaux qui sont dits thermodurcissables. Donc ça veut dire qu'une fois qu'ils ont été mélangés, donc on a créé la recette et qu'ils ont été mélangés, qu'ils ont été polymérisés, on peut absolument plus rien en faire. Donc ça veut dire que c'est enfouissement ou incinération. Et incinération avec potentiellement dégagement toxique aussi lors de la combustion. Donc c'est vraiment des trucs pas sympas. Donc c'est des résines qui contiennent beaucoup de solvants, c'est des fibres de verre qui posent les mêmes problèmes que l'amiante. C'est des pains de mousse de polyuréthane avec des gaz dérivés d'isocyanate. Donc tout un tas de trucs pas sympas avec que des pictos qui feraient peur aux premiers surfeurs qui les verraient. Alors que Notox, c'est pas du tout ça. Voilà. Là, on est sur du fil de lin. C'est ça. Donc, on a commencé notre histoire en remplaçant la fibre de verre par de la fibre de lin, ce que personne n'avait vraiment fait jusqu'à maintenant. Il y avait un atelier en Charente qui avait fait une petite tentative, mais qui n'avait pas trouvé la bonne recette pour rendre les planches performantes. Et nous, on s'est basé sur une thèse qui avait été faite par l'Ifremer en 1976 ou 73, je ne sais plus exactement. Avant-hier, exactement, concernant des embarcations qui pouvaient être faites en lin et en chanvre. Et l'étude était très intéressante et ça m'avait effaré de me rendre compte que depuis 1960, par là, moi je suis de 75, et ben en fait, ça n'avait jamais percé. Donc je me suis dit, il faut faire quelque chose là-dedans, et ça a quelque chose de très intéressant parce que c'est de la ressource renouvelable. C'est des matériaux qui sont extrêmement solides, je veux dire, utilisés pour des cordages dans la marine depuis des siècles et toujours aujourd'hui.
Donc ça méritait de se pencher sur la question et donc on a sorti notre première planche en fibre de lin, résine biosourcée et pain de mousse issu du recyclage en 2009. Donc, résine biosourcée, pour le novice qui nous écoute, c'est une résine la plus écologiquement responsable, c'est ça ? Alors, c'est la résine qui combine le mieux le respect de l'environnement et la performance. C'est-à-dire aujourd'hui, nous, on est quand même contre l'écolo jetable, parce que ça, c'est pas un bon signal, parce que de toute façon, il faut dépenser de l'énergie pour fabriquer. Donc, si c'est pour faire des produits jetables, on n'a rien compris. Le biosourcé, c'est en fait, on a une molécule d'origine pétrochimique, dont une partie a été remplacée par une matière d'origine végétale. Et donc là, on est sur des résines qui sont 56% d'origine végétale et donc 44% d'origine pétrochimique. Mais surtout, la performance de ces résines-là est identique à celle des résines 100% pétro. Donc ça veut dire que la durée de vie du produit est également identique. Effectivement. Et derrière, planche liège. Voilà. Et alors en fait, après, on a commencé à décliner le concept en se disant, bon, là, on vient de faire une planche qui correspond à, on va dire, à des gens qui sont quand même relativement affûtés, donc niveau intermédiaire à confirmer. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour arriver à répondre aux besoins des plus débutants ? Et c'est là donc où on a conçu une planche donc recouverte de liège. Donc elle n'est pas entièrement en liège, sinon ce serait trop lourd, mais donc elle est recouverte d'une couche de liège. Qui la rend complètement antidérapante, sans avoir à mettre de wax, c'est-à-dire l'espèce de petit truc qu'on met sur la planche pour éviter de faire glisser les pieds. Voilà. Donc qui est beaucoup plus résistante au choc parce que le liège est résilient. Alors quelqu'un qui a essayé déjà de découper un bouchon avec un couteau, sait très bien que c'est très galère. Donc tout ça, en fait, c'est des propriétés qui intéressent beaucoup les surfeurs en progression. Voilà, et ça évite de se faire des bleus partout sur les jambes. C'est ça. Et en plus, là, le liège vient clairement des Landes, de la forêt de Seignos. Voilà. Donc le lin, avant, venait de Normandie. Le liège vient des Landes. Donc on essaie au maximum de privilégier les matériaux qui sont autour de nous, quoi. Notox, une marque innovante. La preuve, en préparant l'émission, je suis tombé sur un article qui titrait « Notox innove avec sa planche de surf démontable utilisant des chutes de production de l'Airbus A380 ». Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Alors, donc, vu qu'on avait eu la même logique pour les débutants, donc on s'est attaqué aux geeks du surf, c'est-à-dire ceux qui ont vraiment besoin d'avoir la planche la plus performante du monde. Et donc là, on s'est dit, bon, ok, les planches très très performantes, généralement, sont en carbone parce que, un peu comme pour les vélos, quoi, on va dire super réactivité, beaucoup de vitesse, etc. Bon, utiliser du carbone vierge, c'était inconcevable compte tenu du bilan carbone de cette matière-là. Mais en fait, assez rapidement, on a pu être mis en contact avec les responsables de l'usine de production de l'A380 à Nantes. Et ils nous ont ouvert les portes de l'usine et en fait nous ont permis de réutiliser des matières qui étaient en fait défectueuses pour eux, c'est-à-dire qui n'avaient pas passé les contrôles qualité aéro et qui devaient être détruites, c'est-à-dire enfouies. Et du coup on a récupéré comme ça à peu près 900 mètres carrés de carbone qui allait être détruit. Donc ça fait 3 terrains de tennis. 3 terrains de tennis. 3 terrains de tennis. C'est fou. Donc en fait, là, tu es en train de nous expliquer que tu passes du ciel à la terre. Et surtout de la terre à la mer. Voilà, alors déjà, on évite que les déchets du ciel finissent au fond de la terre c'est ça. en les transformant en planches pour aller sur la mer. Eh oui, c'est inattendu. Inattendu, c'est un grand succès. Alors, oui, parce que personne n'avait fait ça à cette échelle-là avant nous. Donc là, on commence même à pouvoir discuter avec d'autres entreprises de l'aéronautique. Donc ça, c'est assez intéressant. Et en plus, ça montre qu'il faut rester très versatile dans les démarches d'éco-conception et pouvoir utiliser ce qu'on a sous la main. Donc en l'occurrence, là, on montre très clairement, c'est ça l'idée de cette planche-là, c'est qu'il y a aussi le message qui est derrière, c'est de dire, quand on dit les déchets des uns peuvent devenir les ressources des autres, là, on le montre par A plus B, et ces planches-là, on les envoie à Nazaré dans 15 mètres de vagues
Donc voilà. Mais j'ai une petite question qui fâche quand même, Pierre. Je t'écoute, je comprends effectivement cette logique, mais de manière un petit peu candide, j'ai quand même envie de te poser cette question. Le paradoxe, c'est plus il y a de plastique à recycler, plus vous pouvez produire en définitive. C'est un peu paradoxal cette histoire aussi. Alors la bonne question serait plus il y a de matière à recycler ou upcycler, est-ce qu'on est content? Alors non, et en fait c'était exactement la première question qui avait été posée par les responsables de chez Airbus, qui avaient pensé me chagriner en me posant cette question, me disant oui, mais si demain nous ne faisons plus de déchets, comment est-ce que vous allez faire pour fabriquer les planches? Alors je leur ai dit, écoutez, j'espère que demain vous ne ferez plus de déchets, comme ça moi je serai hyper content, mais vous inquiétez pas, des idées j'en aurai d'autres. Bien sûr. Donc c'est pas vraiment, je pense que c'est pas vraiment comme ça qu'il faut voir la question. C'est ce que je disais, c'est aujourd'hui il y a des ressources. On n'incite pas les gens à créer les déchets pour que ça devienne nos ressources à nous. C'est juste que ces déchets sont là. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en fait? C'est toujours mieux de faire un produit que de le voir fini enterré. Et la même logique, on commence à l'avoir aussi avec d'autres types de tissus, par exemple des tissus liés à la mode, qui existent en quantité encore plus importante et qui peuvent être upcyclés pour faire des choses beaucoup plus intéressantes. Et l'avantage, et on peut le dire aussi, c'est que ça devient une tendance, et ça c'est plutôt un signe plutôt fort, intéressant aussi justement pour la prise de conscience générale. Je notais tout à l'heure, on parlait de la planche démontable, on avait eu l'occasion d'en parler ensemble. Oui. J'aimerais vraiment qu'on aborde ce sujet parce que j'avais trouvé ça assez passionnant, pour tout dire aussi, d'être parti de l'usage pour créer derrière et en faire véritablement une innovation à proprement parler. Ouais, alors l'idée est assez simple. En fait, dans tout notre process, on a toujours cette logique de créer des analyses de cycle de vie, donc des ACV, ça s'appelle, pour calculer vraiment l'impact environnemental de chacune de nos technologies, de nos techniques de production, pour pouvoir en retirer l'impact carbone, eau consommée, biodiversité, etc. Et assez souvent, en fait, dans les analyses de cycle de vie, on se rend compte que la partie usage, justement, du produit est toujours mise entre parenthèses parce que c'est toujours lié à l'utilisation que les gens en font. C'est-à-dire que si moi, demain, je vais surfer en vélo, ok, je vais moins polluer que quelqu'un qui va aller surfer et qui a un gros pick-up. Effectivement. Même si on utilise tous les deux la même planche. Donc c'est pour ça que cette phase d'usage est assez souvent enlevée, quoi. Là, on s'est dit, en fait, comment est-ce que nous, on pourrait essayer d'impacter cette phase d'usage pour qu'avec une innovation, on puisse permettre au surfeur d'être plus vertueux dans sa démarche de pratique. Et c'est là où, en fait, on s'est rendu compte que, effectivement, le voyage en train est quand même préférable au voyage en avion, mais le train a aussi des contraintes, notamment sur la taille des bagages. Et donc ça, c'est vraiment une contrainte forte que nous ont ramené des ambassadeurs à nous, des Bretons du groupe Lost in the Swell, qui voulaient préparer un surf trip en Europe, et ils nous ont dit, voilà, le bagage maxi, c'est 1,20 m. Donc nous, on a besoin de planches performantes, légères, parce que ce sont des bons surfeurs, mais pas plus de 1,20 m. Donc on a dû commencer à se triturer la tête, à savoir comment faire pour découper des planches en deux et permettre qu'une fois réassemblée, soit suffisamment performante. Donc c'est ce qu'on a réussi à faire, et on a pu le faire en réutilisant nos propres chutes, du carbone, des planches en carbone. Donc là, on était dans l'upcycling de l'upcycling. Et donc on a réussi à faire ce produit-là qui est assez étonnant. Donc effectivement, la planche s'ouvre en deux. Donc est en deux morceaux réassemblables, et tout ça est rangé dans une sorte de sac à dos qui est fait lui-même en voile de bateau de course. Wow. Upcyclé, fait dans un atelier à Lorient. Au bout de la démarche. Voilà, au bout du bout de la démarche. Parlons prix. Sur ce type de produit, si on prend la planche démontable, on est sur une fourchette de prix qui s'élève à combien? Alors la planche démontable, on va dire qu'on est aux alentours des 2500 € à peu près, entre 2000 et 3000 €. Quoi. Avec une garantie, forcément? Alors, là, c'est un produit qui est extrêmement nouveau. Donc, en fait, on applique exactement la même chose qu'à chaque nouvelle technologie qu'on sort. C'est-à-dire qu'on reconnaît quand même à nos clients la confiance qu'ils peuvent avoir en nous quand ils se lancent comme ça, très early stage dans ce genre de projet. Donc en fait, effectivement, systématiquement, ces premiers produits sont garantis, sont refaits en cas de malfaçon, etc. Ce qui arrive très rarement, mais on ne peut pas l'éluder parce que
on peut jamais se dire qu'on a balayé dans sa tête 100% des cas d'usage et que oui. voilà. Jamais à l'abri d'un incident. Et après, pour le reste de la gamme, allez, on va dire entrée de gamme, pour bien comprendre la gamme, Notox Surf. Ouais, on est à peu près entre 800 € pour les premières planches jusqu'à 3000 € ou plus après sur des planches d'exception avec des plaquages bois. D'accord. Le médian, on va dire, il est plutôt entre 1003 et 1005. Voilà, c'est ça, aux alentours des 1200 €, on va dire. 1200 €, ce qui est pour du sur-mesure, pour une fabrication made in France, pour de l'upcycling, etc. Très compétitif. Ce qui n'est vraiment pas assez en fait. Notons-le. Bien placé. L'étendue de la maîtrise justement de la planche de surf est assez, je pense en tous les cas, très, très innovante, très surprenante. Vous pourriez justement avec Notox faire des partenariats, on appelle ça aussi des collabs, je pense notamment aux marques de luxe. Vous aviez déjà sorti en 2023 une première planche pour le groupe Dior, très beau design. Aujourd'hui, c'est quoi la suite? C'est Vuitton, Hermès, Chanel, les grandes marques de luxe pourraient avoir une appétence là-dessus? Donc effectivement, maintenant ça fait la 5e année qu'on travaille pour la maison Christian Dior, qui était venue initialement nous voir pour le côté Made in France et aussi pour une particularité de design qu'on était quasiment les seuls à savoir faire. Et donc progressivement, on a continué à travailler avec eux jusqu'à faire rentrer un peu plus l'éco-conception de ces planches-là, donc dans les cahiers des charges et dans les briefs qu'on recevait. Et là, depuis cette année, notamment par le biais de la startup WeTurn, qui est une startup qui a eu un LVMH Innovation Award il y a 4 ans, si je me souviens bien, on commence à discuter avec donc les directions RSE, notamment de chez Christian Dior, pour la réutilisation pareil, de tissus non conformes qu'eux peuvent avoir en stock à leur disposition. Sachant qu'aujourd'hui, tous ces tissus, qui sont quand même des tissus de grande qualité, souvent peuvent finir uniquement en feutre de rembourrage effiloché, voire comme combustible. Donc, ce qui est un peu dommage. Donc, on va essayer d'avoir une démarche plutôt proactive et qui rend grâce à la qualité des tissus qu'on va essayer de réutiliser. Épatant. Alors, je connaissais la co-construction, le co-branding, mais là, on est dans le co-upcycling. C'est ça, exactement. C'est assez épatant. C'est la première fois que j'entends ça. Et c'est une fois de plus encore très innovant et formidable d'être face à ce type d'exemple. Justement, pour bien comprendre, quelle est la place au bout d'un moment de l'innovation pour une marque comme la vôtre? C'est forcément le rang numéro 1 ou alors le rang numéro 1 derrière tout ça, ça reste quand même aussi la passion? On ne peut pas faire ce métier si on n'est pas passionné. Ça, c'est évident parce que, en plus, il y a un enjeu de production. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a énormément de marques qui ont évacué ce problème-là en dématérialisant la production et en l'envoyant à l'autre bout de la planète dans des usines qui peuvent être très qualifiées pour fabriquer des planches. Mais du coup, on se retrouve avec quand même pas mal de marques qui deviennent un peu hors sol, on va dire, qui savent très bien faire du marketing pour vendre les produits, mais qui n'ont plus la tâche physique avec le produit. Donc nous, on a vraiment pris cette optique inverse. C'est un manque d'authenticité ? Quelque part, oui, parce qu'au bout d'un moment, on fait des produits on a un marketing qui a une vue de l'esprit par rapport à un produit qu'on maîtrise par le biais de cahier des charges, mais on n'a plus les mains dedans. Et donc, en fait, ce rapport physique qu'on a aux produits qu'on propose n'existe plus. Et moi, je suis convaincu que ça transparaît énormément quand les gens l'ont dans les mains, parce qu'on joue avec des perceptions qui sont plus affectives. Et donc, pour cette raison-là, nous, on a décidé vraiment d'assumer la production. Enfin, on essaie aujourd'hui de tout assumer. Alors, c'est compliqué parce qu'il faut faut essayer d'être performant sur tous les tableaux, ce qui n'est pas simple. Et si un jour on doit grandir dans d'autres pays, ce qu'on a déjà commencé à faire, en fait, on va plutôt essayer de démultiplier le concept tel qu'il est en France aujourd'hui pour créer un ancrage territorial à un autre endroit, je sais pas, en Australie, aux États-Unis par exemple, pour faire en sorte d'utiliser les ressources locales, que ce soit les ressources humaines ou les ressources matérielles, pour fabriquer
avec nos méthodes, des planches Notox, mais sur place. Véritable transposition du modèle développé Made in France par Notox. Voilà, exactement. Formidable. J'ai encore une ou deux dernières questions. Pierre, je vais surfer un peu sur la vague business et marque. Aujourd'hui, on est sur une taille de marché mondial qui est en évolution. On le constate sur les chiffres. Malgré la crise Covid, malgré tout ça, on s'aperçoit que c'est un sport qui attire toujours autant. Qui n'est pas est uniquement réservé à une niche. Comment une marque comme Notox justement se projette sur les prochaines années par rapport à un environnement concurrentiel qui est quand même assez présent en tant que tel, notamment de très très grandes marques très puissantes? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a quelques distorsions sur ce marché-là. En fait, le marché des écoles de surf, c'est-à-dire de l'apprentissage du surf, lui est en croissance quasi continue de 5% par an, donc ce qui est quand même très très important. Très important, oui. Et cette progression qui est croissante et constante, des fois, n'est pas vraiment en phase avec le marché du matériel en tant que tel, qui lui est beaucoup plus chaotique, ce qu'on voit d'ailleurs là depuis 2024, mais comme dans beaucoup d'autres secteurs. Donc aujourd'hui, je pense qu'on a deux axes qui doivent être travaillés et qu'on n'a pas encore vraiment suffisamment travaillé jusqu'à aujourd'hui. Donc il y a l'axe débutant. Aujourd'hui, il faut qu'on puisse proposer des planches qui puissent aller dans les écoles. Et on connaît l'appétence des écoles pour nos produits parce qu'on a régulièrement des demandes. Bon, aujourd'hui, on va dire le prix cible est vraiment trop élevé par rapport aux planches qu'eux achètent. Mais ils ont toujours un regard bienveillant sur le côté pédagogique qui est lié au produit parce qu'en fait, pour une école, si un élève, je veux dire, a la possibilité de surfer sur quelque chose qui fait écho avec la protection de la nature, de l'océan, etc., et qui a un message sur la planche sur laquelle il monte la première fois quand il surfe, tout le monde a tout à y gagner, aussi bien l'école que l'élève. La location avec option d'achat, c'est une idée idiote ou c'est quelque chose c'est un modèle économique qui pourrait justement convenir pour aller séduire des écoles? Aujourd'hui, on a dans les cartons un concept, on va dire, de bibliothèque, enfin de surfothèque, où en fait les gens pourraient venir directement emprunter des planches en fonction de leur niveau, etc. Alors aujourd'hui, c'est pas simple parce qu'en fait, autant sur la partie débutant, la location, c'est quelque chose qui est plus commun parce qu'en fait, on n'est pas encore attaché à son matériel, donc on peut assez facilement aller louer. Par contre, se dire qu'on va toucher les clients qui sont déjà plus avertis, donc les surfeurs intermédiaires jusqu'à confirmer, mais en leur proposant du matériel performant, mais qui ne leur appartiennent pas, là, il y a un petit challenge psychologique à relever. Oui, on perd le côté affectif. Ouais. Mais c'est quand même assez intéressant parce que ce qu'on peut se dire, c'est qu'à un moment, on aurait la capacité de proposer des produits qui seraient, on va dire, tellement performants que ça deviendrait compliqué de les acheter. Et auquel cas, si on peut les louer, c'est toujours mieux que de ne pas du tout en profiter. C'est un modèle qui peut être développé aussi à l'international? Alors là, je ne connais pas trop les comportements d'achat à l'international sur ces sujets-là, mais je pense effectivement que de toute façon, on a quand même vraiment intérêt à aller vers ce genre de modèle d'économie de la fonctionnalité parce que aujourd'hui, ça ne sert à rien d'entasser du matériel dans son garage pour ne pas l'utiliser. Ça ne sert à rien de s'embêter non plus à revendre pour renouveler, etc. Si on a un service clé en main qui, à un moment, propose le bon produit au bon moment, même si on n'en est pas propriétaire, je veux dire, ce serait un peu le SOD, le Surf on Demand, voilà, auquel tout le monde est habitué pour bien d'autres choses. Bien sûr, non, mais ce sont des pratiques aussi qui se sont développées, même, je pense, dans la téléphonie mobile, où on n'y pensait même pas à une certaine époque, et puis finalement... Ouais, c'est ça. Justement, le fameux Mobile on Demand est devenu une habitude.
On arrive déjà à la fin de cette émission. Je ne peux que vous conseiller, chères auditrices, chers auditeurs, de consulter le site internet de Notox. Je rappelle l'adresse du site internet, notoxsurf.com, notoxsurf.com. Bien entendu, vous allez retrouver notre podcast Tout est marque sur l'ensemble des plateformes, Spotify, Apple Podcast, Amazon Music et Deezer. Et puis, bien sûr, PodCloud. À très vite. Merci Pierre. Merci beaucoup. C'était Tout est marque, disponible sur les plateformes podcast Spotify, Deezer et Apple Podcast. C'était Tout est marque avec l'agence Yucatan, partenaire de votre image, votre notoriété, votre réputation.